Bonjour à tous qui nous rejoignez sur Immedia, hym.media, le média internet. Je vous rappelle que vous pouvez aussi nous retrouver sur im.media et non pas uniquement sur notre chaîne YouTube, où vous avez tendance à aller exclusivement. Vous retrouverez sur le site bon nombre d'interviews, de chroniques, d'émissions diverses et variées, courtes, longues, qui peut-être vous donneront l'occasion de découvrir davantage ce que nous vous proposons. Et Immedia, ce n'est pas donc uniquement une chaîne YouTube, je vous le rappelle. Nous avons aujourd'hui un nouvel espace thérapeute où j'ai le très grand plaisir d'accueillir Sophie Belot. Sophie, bonjour à toi. Bonjour. Alors, est-ce que on se tutoie, on se voit? On se tutoie, c'est très bien. Ok. Sophie, pour ceux et celles qui commencent à écouter cette émission, je les invite directement à aller sur le site internet de Sophie, www.sophie-energie.com. Le tiret, c'est le tiret du 6 et énergie au singulier, sans les accents bien évidemment. Donc sophie-du-6 énergie au singulier.com. Sophie, tu es alors là aussi difficile les termes. On en parlait juste avant de faire l'émission. Donc tu as choisi accompagnement au développement de l'être, reliance énergétique, tu es aussi clairvoyante et médium. On va rentrer dans le détail de tout cela. Ce qui est intéressant pour ceux et celles qui nous écoutent, sachez que Sophie nous vient de Toulouse et qu'elle vient régulièrement sur Paris, l'Île-de-France. À peu près quelle fréquence ? C'est vraiment varié. Je viens surtout depuis la rentrée septembre 2017. Donc depuis la rentrée, c'est mon 4e passage. D'accord, donc ça pourra augmenter, ça dépend en fonction des demandes en fait. Voilà, ça fonctionne de la demande, de mes projets, de tout ça. Ça a surtout augmenté là ces derniers mois. Ça fait la 3e fois que je viens en 2 mois. D'accord. On commence à faire des allers-retours. D'accord. Peut-être envisager de bouger sur Paris, non ? Je sais pas, on verra. En tout cas, bon, la ville rose, il est fait beau, le climat, d'une manière générale, c'est agréable. Hein, c'est pas Paris, enfin, ça veut pas dire que Paris n'est pas agréable, mais bon, ça n'a rien à voir d'un point de vue énergétique. On en parlait justement juste avant. Pour ce qui est justement, je me répète avec ces justement, pour ce qui est des étiquettes ou des qualificatifs, comment pouvoir parler de ce que l'on fait, de ce que tu proposes, dès le moment où il s'agit de proposer un accompagnement à la personne, qui n'est pas uniquement de l'ordre de l'écoute, mais qui est aussi de l'ordre de l'énergétique. Et comment, à l'âge que tu as, parce que je précise quand même que tu as 25 ans, et c'est pas forcément évident d'avoir apparaître, peut-être, puisque le paraître est important toujours, dans une sorte de, est-ce que malgré son jeune âge, elle a suffisamment de bagages, de sagesse intérieure, est-ce qu'elle sait réellement de quoi elle parle, est-ce qu'elle a suffisamment d'expérience. Alors, pour ceux et celles qui nous écoutent, sachez que j'ai eu l'occasion d'aller sur le site de Sophie, de voir différentes interviews d'elle, et bien évidemment, c'est jamais évident de parler de soi, de parler de ce dont on va parler, et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers les mots, on perçoit là où en est la personne avec elle-même, avec autrui, et j'ai été agréablement surpris de voir qu'avec ton jeune âge, et pas malgré ton jeune âge, mais les apparences des fois, je parlais des apparences qui sont importantes, mais elles peuvent nous déstabiliser, elles peuvent nous mettre en porte-à-faux, et de rester centré sur le cœur pour juste enlever l'apparence et voir ce qu'il y a derrière les mots. J'ai été quand même bluffé de ressentir chez toi une grande maturité, alors qu'à 25 ans, j'allais dire, on commence quand même pas mal de choses dans la vie, notamment la vie professionnelle. Donc ça m'a attisé, j'allais dire, ma curiosité sur comment est-ce qu'on peut avoir 25 ans et avoir autant de maturité. Donc ça va être l'occasion d'en parler pour expliquer auprès des internautes ce que tu fais, ce que tu proposes, ton accompagnement. On a eu l'occasion avant cette émission de parler de choses et d'autres, diverses et variées. En l'occurrence, à la base, c'était une scientifique, quand même. Oui. Les études de biologie, un UT, c'est pas anodin. Donc pourquoi les sciences de la nature, pourrait-on dire ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment fonctionne la vie.
Et donc pour moi, les deux ne sont pas opposés du tout. Et donc il y a un moment donné où j'étais dans le moule, entre guillemets, je regardais un petit peu en fonction de l'offre, de ce qu'on me proposait quand j'étais au lycée. Et j'ai quelqu'un qui fonctionne sur l'envie. Je dis qu'est-ce que j'ai envie par rapport à ce qu'on m'offre. Ce qui rapproche de plus de mon envie, c'est la biologie, étude de la vie. Et après, je suis allée aussi loin que ce que j'en ai eu envie. Et à un moment donné, j'ai continué à avoir envie d'étudier la vie. Et la vie m'a proposé d'autres sujets d'études que je suis allée étudier. Donc pour moi, il n'y a pas de rupture vraiment, comme on pourrait le penser, entre le côté scientifique et le côté, on va dire, spirituel et ésotérique. Les deux, c'est l'étude de la vie, mais sur des facettes différentes de la vie. C'est comme ça que je peux le dire. Donc c'est une continuité. Et d'ailleurs, je fais souvent le parallèle, grâce à mon bagage en sciences, en biologie, en chimie, etc. Quand je fais des découvertes un petit peu, ou des expérimentations au niveau esprit, spiritualité, philosophie, enfin tout ce domaine-là, en fait, finalement, je fais le parallèle avec ce que je sais au niveau scientifique et je recolle les morceaux du sandwich, quoi, tout simplement qu'on a défait et qu'on a étalé comme ça. Et en pensant que c'était pas lié, et non, les deux forment un tout, et la spiritualité transparaît vraiment dans la matière, et c'est en ayant la connaissance des deux qu'on s'en rend compte vraiment. Donc au contraire, non, y a pas, pour moi c'est une continuité, il n'y a pas de rupture entre les deux. Pourquoi est-ce que tu te retrouves à faire ce que tu fais, alors que quand on fait les études que tu as faites, on pourrait penser aujourd'hui toutes les sciences, physique, chimie, biologie, etc., sont, très encouragés par le système éducatif. Ouais. Et pourquoi pas avoir une place au sein d'une entreprise, d'un laboratoire, pour étudier justement la nature, mais sous l'aspect du microscope ou que sais-je encore. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu dévies, entre guillemets, de ce chemin qui avait l'air d'être tracé ? Oui, c'était un chemin qui avait l'air bien tracé, effectivement, parce qu'en plus, j'étais douée dans ce que je faisais, quoi. J'avais des bons résultats. Je ne me sentais pas ma place dans aucun des métiers qui étaient proposés après ça. Ça m'angoissait, dans le sens où vraiment je regardais, comme je disais, sur InfoSup, différents métiers qui existaient, je m'y projetais dedans et... c'est pas ma place, c'est pas là ma place. Et donc j'ai cherché. Et finalement la vie m'a apporté donc le côté énergétique, soin énergétique, spiritualité. Et c'est en découvrant ça que je me suis dit, en fait, si je me sentais pas à ma place dans les différents métiers proposés, c'est qu'elle n'y était pas. Et c'est le hasard des choses en fait. À partir du moment où j'ai découvert l'énergétique, j'ai compris que c'était le moment de passer sur autre chose. Tout simplement. Et ça, je me suis pas posé de questions. Il y a beaucoup de jeunes, donc en l'occurrence de ton âge, qui font des études, qui notamment à l'université, parce que l'IUT c'est déjà bien spécifique, à l'université, qui sont là entre guillemets par défaut parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. C'est vrai qu'au lycée, on demande pas aux élèves, bon alors, qu'est-ce que vous voulez faire ? Ah, moi je vais être énergéticien, ou m'intéresser à tout ce qui a trait à l'énergétique. Bon, voilà. Il n'y a pas de diplôme pour ça, de prime abord reconnu en tout cas par l'État. Donc, là où je suis curieux, c'est de savoir comment s'est faite ton ouverture à ces sujets ou domaines-là. Est-ce peut-être par rapport à tes perceptions ? Parce que des fois, il n'est pas nécessaire de faire des formations en énergétique. Certaines personnes, depuis l'enfance, gardent ça ouvert, peuvent avoir, au contraire, fermé durant un laps de temps et puis l'ouvrir suite à un choc émotionnel, un accident, un deuil ou que sais-je. Et peut-être aussi, si tu t'es tourné spontanément vers l'énergétique, je me dis, bon, alors, où est-ce qu'elle a entendu parler de ces domaines-là ? Est-ce propice par sa famille, par des amis ? Comment c'est venu dans ta vie ? Il y a eu différents éléments. Déjà, étant enfant, quand je me blessais, je mettais la main dessus. Et pour moi, j'étais persuadée, je le savais que ça guérissait. Je sentais que ça chauffait fort, voire ça piquait. Et après, ça guérissait. À chaque bobo, chaque fois que j'avais mal quelque part, je faisais ça. Et pour moi, c'était naturel, tout le monde le faisait. Et je me suis rendu compte que non. Et il a commencé à avoir un conflit intérieur. On me dit que ça ne fonctionne pas. Et pourtant, moi, je sens et je vois que si. Bon, je l'ai mis de côté. Après, j'ai fait la rencontre d'une dame
j'étais presque voisine. J'ai été amie avec ses enfants. Elle a des enfants de même âge que moi. Et elle était vraiment, on pourrait dire, perchée, entre guillemets. Mais en tout cas, elle me parlait des défunts, elle me parlait de réincarnation, elle me parlait de sortie astrale, elle me parlait de tout ça. Et moi, je la regardais un peu ahurie, ou en même temps, je voulais bien la croire parce que je voyais bien qu'elle était pas folle du tout. Et d'un autre côté, mon éducation plutôt cartésienne me disait c'est pas possible. Puis elle me regardait, elle voyait, elle me disait je vois bien que ça te parle pas, mais un jour tu sauras. Et j'avais gardé, je l'ai gardé en tête et j'ai commencé à m'ouvrir à ça. Et ensuite, j'ai rencontré une amie, une fille qui est devenue mon amie à l'école, parce qu'après le DUT, je suis partie en diététique. Et sa mère et elle-même étaient un petit peu ouvertes à ça. Et elle m'a passé un bouquin qu'elle-même n'avait pas lu, que sa mère lui avait acheté, qu'elle avait trouvé comme ça. Il s'est retrouvé entre mes mains et c'était le bouquin sur des soins énergétiques. Et je l'ai lu et j'ai expérimenté des exercices qui proposaient, c'est un manuel en fait, et donc qui proposait de sentir l'énergie de l'eau. Donc j'ai commencé à m'essayer avec une petite bouteille d'eau où j'approchais la main comme ça pour essayer de sentir l'énergie de l'eau. Donc au début j'y arrivais pas, et après un jour je me suis dit bon, je vais y arriver. Et j'ai posé la bouteille d'eau et j'ai commencé à approcher ma main et j'ai senti vraiment la résistance du corps énergétique de l'eau. Et de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort. Et je me disais, mais comment je fais pour toucher la bouteille d'habitude ? Ça devenait tellement réel, tellement là, tellement présent. Et je me disais, on peut pas. Comment on fait d'habitude pour toucher la bouteille ? Et puis bon, j'ai eu l'intuition de regarde autre chose, pense à autre chose. Et c'est ce que j'ai fait. Et hop, la résistance est partie, c'est envolé. Et c'est là où je l'ai senti, je l'ai vécu. Ça venait de l'expérience concrète. Et ça s'est intégré à l'intérieur de moi. Je veux dire, j'ai compris que c'était ce qui me manquait, c'était ce que je cherchais tout le temps à la matière, quelque chose que je savais qui existait mais que je ne voyais pas. Et là, ça y est, je me dis, ça y est, je viens de toucher le truc qui me parle vraiment, quoi. Et à partir du moment où j'ai fait cette expérience, il n'y a plus aucun doute qu'il fallait que j'aille dans ce domaine-là. Et j'ai rencontré la personne qui a écrit ce bouquin, je suis allée faire un stage avec. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est ? C'est Luc Baudin. Luc Baudin ? Luc Baudin, c'est Soins énergétiques premium de Luc Baudin. Et puis les choses se sont, parce que l'univers est bien fait, donc se sont très bien agencées, où j'ai commencé à m'enseigner sur cette personne, je suis allée voir une conférence où il passait en conférence peu de temps après, pas loin de Toulouse, donc je suis allée voir, j'ai appris qu'il faisait un stage, je me suis inscrite tout de suite au stage, même si ça demande un investissement, je l'ai fait, quoi, je me dis, je le ferai, voilà, point barre, c'était décidé. Et je l'ai fait, et c'est pendant ce stage où on fait donc énormément de pratiques énergétiques, on enlève ce qu'il appelle les flèches émotionnelles, c'est-à-dire c'est des blocages énergétiques qui se mettent dans les corps énergétiques et physiques suite à des chocs émotionnels. Et donc j'en avais une pile sur le troisième œil, comme ça. Et lui il m'a dit que ça venait d'une ancienne vie, et que je me l'étais rapporté ici, quoi. Et effectivement, quand on me l'a enlevé, donc c'était ma voisine de table, avec qui on s'entraînait, qui me l'a enlevé, quand elle a mis le doigt dessus, qu'elle a dit je sens qu'il y a un truc là, je l'ai senti bouger sous mon front, comme si elle voulait pas partir. Elle commence à bouger. Et là j'ai eu une panique à l'intérieur de moi, et je lui ai dit il faut que tu m'enlèves ça, faut que tu m'enlèves ça, faut que tu m'enlèves ça. Et donc elle me l'a enlevé, et après j'ai eu la tête qui tournait, ça chauffait, et je voyais que j'étais dans le même monde, mais c'était pas pareil. Il y avait rien qui était pareil, comme si je sais pas, j'avais pris une drogue ou je sais pas quoi, alors que rien du tout. C'était le fait de me l'enlever là, j'avais changé de dimension. Et ce qui s'est passé, donc un vrai choc, on va dire, 2 jours après. Donc pendant ce stage, je dormais à l'extérieur, quoi, du stage. J'étais dans un appartement, donc j'étais toute seule là-bas, et je sentais une présence assez forte, quoi. Je dirais qu'il y a quelqu'un. Je regardais partout, je devenais pas un peu parano, mais il y a personne. Et il y a un soir où je sentais la présence très très forte. Du coup, pour me rassurer, j'appelle un ami, je lui raconte le stage, tout ça, c'est super, tout ça. Et puis la communication bloque, alors que j'avais du réseau, j'avais de la batterie, lui aussi. On essaye de se rappeler, mais ça fonctionne jamais. Et je sais pas, il y a une partie de moi comme si qui avait ressurgi. Et je me voyais parler, et je commence à parler à la présence que je ne voyais pas encore à ce moment-là. Et je lui dis ok, j'ai compris que tu voulais communiquer avec moi, mais ici, dans ce monde, on peut pas laisser les gens comme ça, il faut que je lui dise au revoir. Ça se fait pas. Et je lui ai dit ça. Et j'ai senti une espèce de relâchement dans l'énergie. Le téléphone a sonné, mon ami me rappelait, et je lui parle et je lui dis au revoir comme j'avais promis, je raccroche. Et là, j'ai eu l'apparition. Et c'était un guide, en fait. J'appelle ça un guide spirituel, une personne
pas vraiment une personne, mais une énergie qui me suit et qui m'accompagne dans ce que j'ai à faire ici. Et là, c'est vrai que je me suis pris une claque où je me suis dit, moi qui disais que ça n'existait pas, que c'était des bêtises, que c'était de la superstition, des choses pour se rassurer, voilà. Et là, d'un coup, le voir là, c'était... ouais, ça m'a vraiment appris que je ne savais pas, quoi, vraiment. Et c'était, comment dire, très beau. Et surtout, l'énergie qui était diffusée, elle était magnifique. C'était magnifique. Il y a une chose qui est assez surprenante en t'écoutant. Donc, l'IUT, tu vois les potentielles places en rapport avec ces études. Il n'y a rien qui t'interpelle. Et limite, ça te fait peur au regard d'ailleurs de ce que tu apprenais dans l'IUT. Notamment, c'était surtout en rapport avec l'élevage, l'élevage intensif ou pas, mais en tout cas la manière dont on pouvait normaliser, cadrer, mesurer, gérer tout ce qui avait trait à la nourriture avec les bovins, les vaccins, enfin... donc le rapport à la nature ou à la vie est très fragmenté. Tu te diriges donc vers une formation en diététique. Oui. Combien de temps? Alors la formation était de 3 ans, moi je suis restée 4 mois. Ok, alors c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que, bon, déjà là où ce que je trouve intéressant, c'est que tu ne restes pas enfermé à vouloir absolument continuer dans un cadre, quand bien même tu as passé un certain laps de temps d'études, de formation dans le cadre en question, et qu'à travers là où tu poses le pied, tu y vas à fond. Et quand je dis à fond, pourtant 4 mois, bon, c'est pas grand-chose, hein. Mais en tout cas, on sent que c'est vraiment comme le trampoline ou l'emplacement un peu obligatoire avant d'accéder. Mais en tout cas, tu t'es mis en mouvement par rapport à ça. Pourquoi la diététique et pas autre chose, justement? La première fois où j'ai compris qu'on était dans un monde et dans un système qui voulait pas forcément toujours notre bien, enfin, en tout cas qui était un petit peu perverti, c'est grâce à l'alimentation. Quand j'étais ado, donc ça a dû commencer, j'avais 13 ans ou 13 ans par là, mon père a des problèmes de psoriasis et il allait voir donc, des spécialistes, etc. Et un jour, on lui a conseillé l'alimentation de la 3e médecine de Jean Seignalé et préfacée par Henri Joyeux. Et à l'époque, j'avais des problèmes de surpoids. Toute mon enfance, j'ai eu un petit peu pas mal d'embonpoint, je mangeais trop, j'étais trop gourmande. Et j'en souffrais, à l'adolescence j'en souffrais, et du coup je m'intéressais à l'alimentation, c'est vrai, voilà, qu'est-ce qu'il faut manger, pas manger. Et mon père en mangeant comme ça, donc c'était un gros changement, l'alimentation de 3e médecine, c'est on mange plus de blé, on mange plus de maïs, on mange plus d'aliments cuits au-dessus de 110 degrés, voire 90 degrés. Ah oui, et les produits laitiers, évidemment. Plus aucun produit laitier, donc c'est un gros changement. Donc il a fait ça. Et à la fois, c'était pour l'accompagner là-dedans. Et à la fois, je me suis dit, ça me fera pas de mal, moi qui suis toujours en surpoids. Et quand j'ai compris, purée, notre base alimentaire, elle est tellement mauvaise. Et Noël, il explique comment ça agit sur les intestins, comment du coup ça agit même sur notre cerveau, sur notre état d'être global. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que tout le monde le sache, quoi. Et en faisant ça, on était un petit peu marginaux, très critiqués, mon père et moi, c'est nous qui le suivions le plus. Et vraiment, je me suis rendu compte à quel point les gens étaient vraiment dans leur carcan, et même si c'était bon pour leur santé, ils préféraient rester dans leur truc plutôt que de remettre en cause les choses. Et donc j'ai commencé par ça, par l'alimentation, et du coup, à un moment donné, quand l'IUT s'est terminé, il fallait que je trouve quelque chose, que je continue les études ou que j'arrête, etc. Et je me suis dit, c'est le premier truc qui m'a passionnée, je vais aller là-dedans, tout simplement. Et quand j'étais à la fin de l'IUT, donc à ce moment-là où j'étais en stage de fin d'études, et il fallait que je trouve qu'est-ce que j'allais faire après, mon maître de stage aimait bien écouter Europe 1, on avait beaucoup de déplacements à faire, j'étais dans les produits phytosanitaires en stage, on faisait beaucoup de déplacements sur l'expérimentation, et il écoutait Europe 1, et à un moment donné il y a eu une interview d'une fille qui raconte qu'elle était dans une école qui s'appelle le DNH, et que ça a été super pour elle, et qu'elle est devenue diététicienne, etc. Et là j'ai eu un déclic, un tilt, je me suis dit voilà, c'est ça que je vais faire. En fait, ma particularité, quand il y a quelque chose, je sais que c'est pour moi, je le sais. Et je me pose pas de questions, je le sais, je le sens, c'est là.
Même si, excuse-moi, même si peut-être ton père qui te voit sauter d'études en études, de pas continuer, parce qu'il peut y avoir aussi une pression parentale, Oui. ou de la famille, voire peut-être même des amis. J'ai eu, à la base, mes parents, ils étaient pas contents parce que ça voulait dire reprendre quelque chose à zéro, alors que j'étais bonne dans ce que je faisais, dans ma promo, j'étais appréciée, j'aurais pu continuer, je sais pas, en école d'ingénieur, ou à la fac, pour faire un master ou je sais pas quoi. Mais bon, je sais pas, j'ai su les convaincre, parce qu'en plus, il fallait faire un crédit. J'ai fait un crédit, parce que c'était une école payante et chère. Et il a fallu les convaincre de ça. Mon père, il s'est porté garant pour mon crédit. Et je sais pas, à ce moment-là, j'ai développé une force. Je savais que c'est là qu'il fallait que j'y aille, et je savais que j'irais. Et les choses se sont faites que j'ai réussi à les convaincre tout le monde, et j'y suis allée. Mais 4 mois au lieu de 3 ans. Et voilà. Mais du coup, j'ai pu, parce que j'avais fait un crédit pour, et j'ai pu avoir le budget pour faire les formations ensuite. Donc tout ça a été bien calculé au final. Et là aussi, tes parents, sur le fait que tu arrêtes ce pourquoi tu avais donné autant d'énergie, parce que mine de rien, faire ces études qui durent, censées durer 3 ans, faire des crédits, convaincre les parents, et que tu arrêtes au bout de 4 mois, c'est genre rebelote. Ouais, ça a été dur à avaler. Pour eux, ça a été vraiment dur à avaler. Ils étaient à la fois... Bon, j'ai toujours une personnalité depuis petite où ma mère, elle m'appelait idée fixe. Pas vraiment par rapport au chien, mais parce que j'avais les idées fixes. Quand il y a quelque chose que je voulais, j'étais butée, bornée, et c'est difficile de m'arrêter. Bon, du coup, il essaie de me raisonner, mais je sais pas, quand il y a quelque chose que je veux et que je fonce vers ça, je sais pas si c'est vraiment possible de m'arrêter. Ou... En tout cas, oui, ils m'ont dit, et mes parents étaient inquiets, mon père était très inquiet, et tout le monde était inquiet, mais je pouvais l'être un petit peu pour moi, mais je sais pas comment dire, c'était pas possible. C'était pas possible de faire autrement. C'était pas possible de faire autrement. Quand j'ai arrêté, cette décision s'est prise, elle ne s'est pas réfléchie mûrement, prendre du temps, etc. On est arrivé aux vacances de Noël, et jusqu'à arriver aux vacances de Noël, j'allais continuer, quoi. Dans ma tête, je continuais. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé pendant les vacances, j'ai une prise de conscience, un truc. La rentrée approchait, et à une semaine avant la rentrée, plus ça arrivait, je ne peux pas revenir. Il y a quelque chose en moi qui me dit non. Je peux pas revenir. Et arrivé jusqu'à la veille, je savais pas si j'allais revenir encore dans cette école. Tout ça avec en parallèle la lecture du livre de Luc Bodin. Oui, elle s'était faite juste avant. Ah oui, d'accord. Et les expérimentations avaient déjà été faites. Oui, ça a été fait. Je sais plus. Le livre, c'est sûr, je l'ai eu dans les mains avant. L'expérimentation, je sais plus. Mais c'était dans le même zoo. Et arrivé le jour de la rentrée, j'y suis pas allée. Et dans ma vie, quand il y a eu des gros changements, ça a toujours été comme ça. Très succinct, très d'un coup. Radical. Très radical. Et j'y suis pas allée, et j'ai dit non, il y a comme une force qui m'empêchait pas qui m'empêchait d'y aller, mais qui fait que non, j'y retourne pas, quoi. C'est pas possible. C'est pas dans le mental, c'est dans le corps, ça se vit comme ça. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Et non, je ferai autre chose, et je sais que ça fonctionnera. Et j'y retournerai pas, quoi. C'est pas possible. Cette éventualité-là n'existe plus à ce moment-là dans mon esprit. Et la formation de Luc Bodin, elle avait lieu dans combien de temps après ? En avril. Donc j'ai arrêté. Donc à la rentrée de janvier, je suis pas retournée. Et à ce moment-là, je savais pas encore qu'il y avait j'avais rien en fait après. J'avais rien du tout. Donc j'ai commencé à chercher. J'ai commencé à faire une formation en massage, modelage ayurvédique. Donc c'est là où en même temps il y a eu j'ai rencontré une personne qui faisait de la lithothérapie, qui était là, le maître de stage, il commence à parler d'énergétique, donc c'était vraiment tous les débuts, quoi. Et après j'ai eu la connaissance de la formation Bodin en avril, et les sous qui me restaient pour l'école, je les ai mis dans cette formation-là. Qu'est-ce que tu trouves d'attrayant dans ce qu'on appelle énergétique ? Parce que quand on parle d'énergie, on va essayer de définir peut-être un peu pour les internautes. Quand on parle par exemple, l'acupuncture, c'est de l'énergie, des blocages, voilà. Quand on parle d'alimentation, là aussi, des blocages énergétiques qu'on peut libérer avec certains régimes alimentaires, une hygiène alimentaire particulière. Ça pourrait être très bien du sport aussi, du yoga, que sais-je. Là, quand on aborde le domaine énergétique, qui est de ressentir avec les mains ce que peut-être dans le temps on appelait le rebouteux du village, de pouvoir faire l'imposition des mains. Est-ce que, à la lecture du livre, jusqu'à ce que tu décides de faire la formation avec Luc Bodin, dans ta tête, qu'est-ce que tu croyais que tu allais développer quand on parlait d'énergétique ? Est-ce que tu te voyais ou tu t'envisageais en train de faire de l'imposition des mains ? Qu'est-ce que tu
tu pensais que tu allais apprendre durant ce stage? Alors, au niveau de l'énergétique, ce que moi j'ai compris, c'est que on a ce monde matériel qu'on touche, tout ça, et qu'il y a le monde énergétique qui est rattaché. Et je le voyais avant de faire le stage de formation, je le voyais comme quelque chose un peu scientifique aussi. C'est simplement des choses qui sont là, et comme on a un champ de vision rétréci, on le voit pas, c'est tout, mais c'est là et on peut agir dessus, et ça a un intérêt d'agir dessus. Après. Ouais, je le voyais comme ça. Après la formation, c'est différent. J'ai vraiment compris que la matière est une forme d'énergie, que tout est énergie. On parle, c'est une énergie. Le soleil, c'est une énergie. Tout est énergie, et l'énergie prend différentes formes. Et en fait, l'énergie et l'information, c'est la même chose. C'est une information. Et c'est pour ça qu'on mange. En fait, on n'a pas besoin de manger. On avale une information qui apporte au corps donc une autre information qui dit ok, tu te mets comme ça, on va faire comme ça, on va évoluer comme ça, on va continuer à avancer, etc. Et quand on ne mange pas, on a le manque d'information, on a faim. Et c'est pour ça que les gens qui font on appelle ça l'alimentation pranique, je crois que ça s'appelle comme ça, ils mangent de l'énergie, entre guillemets, mais ils remplacent l'information matière par une information pas matière, mais le corps l'intègre comme une information matière, au final. Et c'est après que mon champ de vision au niveau énergétique s'est ouvert, où là, il faut vraiment sortir de la matière et voir les choses de manière beaucoup plus large, où tout est énergie, et c'est un fluide, et ça prend une forme ou une autre. Point barre. Alors, pour toi, quand on te retire cette flèche, ton ami te retire cette flèche au troisième œil, là on vient d'aborder la notion de vie antérieure. Je le garde en suspens peut-être pour plus tard. Cette flèche, entre guillemets, qui fait obstacle à l'énergie au niveau de ton troisième œil, elle te l'enlève. Tu prends conscience, c'est là où je parlais de maturité, c'est-à-dire que quand des personnes s'ouvrent à certaines perceptions, pour certaines personnes, il y a vraiment la notion d'apprentissage. Elles ont besoin de structure, elles veulent avoir une sorte de confirmation par l'enseignant, etc. Ce qui est intéressant quand je t'écoute parler, c'est que c'est comme si c'était comme si tu te rappelais de quelque chose qui pour toi était évident. L'exemple que j'en ai, c'est celui que tu as donné quand tu avais le sentiment qu'il y avait quelqu'un dans la pièce, ou en tout cas un esprit qui était là, qui essayait de communiquer avec toi, et qui était la cause de l'impossibilité de communiquer avec ton ami. Et d'avoir spontanément eu ce réflexe, dire attends, je finis là, et puis après on est tous les deux. Oui. Et puis de le voir par la suite, comme si c'était... je sais pas, comme si tu savais faire du vélo, t'as oublié un laps de temps, t'en as pas fait pendant 10 ans, tu te remets sur la selle et puis oui. Tu sais quoi. C'est une réminiscence de la personne que je suis vraiment. Et effectivement, je me suis oubliée parce que c'est l'entrée dans la matière, l'éducation, etc., qui fait que j'ai cru être ce que j'étais, la Sophie limitée, on va dire ça. J'appelle ça la petite Sophie. J'ai cru être la petite Sophie, et il y a un moment où la grande Sophie, elle pouvait plus se taire, et elle a dit à la petite Sophie, elle a pris le dessus, quoi. C'est comme si elle a pris possession de mon corps, et la petite Sophie observait la grande Sophie parler et la laissait faire. Elle a été d'accord, en fait, je pense que la seule différence que j'ai eue et qui fait qu'il y a ça, c'est qu'à un moment donné, la petite Sophie, elle a su lâcher et dire ok à la grande Sophie, que c'était ok, en fait, que c'était possible. Tu sais que c'est quand même énorme, parce qu'on a toujours, en grande partie pour les adultes que nous sommes, et surtout quand on prend de l'âge, avoir besoin de la validation de celui qu'on pense qui sait. Oui. Chez toi, il y a j'allais pas dire, il n'y a pas ça, ou en tout cas, je le ressens pas vraiment. C'est peut-être là l'espace de quelques instants, mais très vite vient d'avoir Sophia la sagesse. Et c'est pas anodin, l'énergie du prénom qui est là et qui prend le dessus. Ce qui m'épate, c'est la confiance que tu peux avoir à laisser la grande Sophie prendre les commandes et à t'en remettre en confiance à elle. Ça, c'est étonnant parce que bon nombre de gens sont encore dans ce doute de laisser la plus belle part d'elle-même prendre le devant de la scène.
Je trouve ça assez magnifique. Alors, revenons, parce que c'est pas rien d'avoir à voir pour la première fois un esprit qui se présente et qui apparemment est ton ange gardien, en tout cas ton guide pour un certain laps de temps. Je sais pas si c'est toujours le même aujourd'hui ou pas, mais que tu... forcément, le Père Noël existe. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui se passe? Que devient ton monde de la petite Sophie qui là? Explique-nous. Ça a renversé ma vision des choses, parce que ce que j'ai pas dit durant ce stage, dans son bouquin, il ne parlait pas du tout de guide spirituel. Pour moi, c'était... En plus, c'est un médecin à la base, Hugues Baudin, donc pour moi, c'est quelque chose de très médical, chirurgical. Et puis pendant ça, il se met à parler de guide spirituel. Je me suis dit, ça y est, je tombe dans une secte, est-ce que je continue le stage ou pas? Mon Dieu, j'ai mis tout cet argent en l'air. Enfin voilà, j'ai mis tout ça. Et quand ça est arrivé, c'est ça... Je sais pas comment dire. Qu'est-ce que ça a fait ensuite? Disons que c'est ce qui fait que je ne peux pas douter. C'est quand il y a des fois où je doute, hein. Des fois je me demande, je doute quand on est au milieu de gens qui n'ont pas tout ça de ces perceptions, qu'on me dit que je sais pas, que je pars à la dérive qu'en faisant ça, ou que c'est que des chimères, ou j'en sais rien. Et à un moment donné où je me rappelle ça et je dis non, je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai vécu, je l'ai vécu, c'est de l'expérience. À partir du moment où c'est de l'expérience, c'est plus l'intellect et des trucs comme ça. Donc je pense que c'est ce qui m'a permis ça m'a permis d'avoir un point d'ancrage dans ma vie, dans ce que je fais. Et si j'avais pas eu ça, je pense que j'aurais agi de manière beaucoup plus lente et avec beaucoup plus de doutes. Enfin, j'aurais davantage écouté mes doutes. J'ai toujours des doutes, hein, mais je me rappelle ça et je sais que non, c'est tangible. Je l'ai vu, je l'ai ressenti, je l'ai expérimenté. Et même s'il y avait personne autour de moi, les gens ne savent pas parce qu'ils l'ont pas expérimenté. Donc c'est pas grave s'ils n'ont pas confiance dans ce que je fais. Moi, je sais que ce souvenir, je l'ai eu, je l'ai pas rêvé, je l'ai expérimenté. Donc c'est pas grave si nos mondes se touchent pas. C'est juste qu'on n'a pas expérimenté la même chose. Et je me suis posé la question, pourquoi ça m'est arrivé à moi et pourquoi ça arrive pas aux autres? Parce que je connais personne à qui ça arrivé. Je suis sûre qu'il y a des gens d'autres à qui ça arrivé. Ouais. Mais j'en connais pas, j'en ai pas rencontré. Et à cette question, je me suis juste dit que c'était mon chemin et que à ce moment-là, c'était... En fait, je me suis dit que c'était convenu d'avance avant de m'incarner, qu'à un moment donné, j'aurais ce réveil là. Et à partir de là, je me suis dit, je fonce, quoi, j'y vais, c'est là-dedans qu'il faut que j'aille. Et j'ai eu la conscience d'avoir un rôle à jouer, de faire prendre conscience aux autres. Et le fait que moi je sois sûre de moi, du fait d'avoir vécu cette expérience, je peux aider les gens à s'ouvrir et à le vivre aussi, j'espère pour eux, quoi. Après, fondamentalement, dans le quotidien, ça n'a pas changé grand-chose, hein. Je suis rentrée chez moi, j'ai eu ça, je dis ok, je commence dans les soins, mais il a fallu que je construise et ça n'a pas facilité. Ça a facilité mon état d'esprit et le fait de en assurance et le fait de ne pas me faire envahir par les doutes. Et ma constance, ça a facilité ma constance dans ce que je fais, mais ça n'a pas facilité mes démarches. Il a fallu que je sache comment je veux le faire, à quel public, comment je mets en place tout ça. Voilà, quoi. Là-dessus, mon quotidien. Après, je me suis dit, ok, j'ai ça, et maintenant, après, je fais quoi? Alors justement, est-ce qu'il y a un dialogue qui s'opère avec ton guide à ce moment-là? Alors non. Si, oui et non. Il n'y a pas un dialogue comme on l'entend classiquement. C'est-à-dire, on se parle, question, réponse, on l'entend dans la tête. Voilà, moi, je n'ai pas la clairaudience. C'est pas totalement vrai. Il y a eu des moments où, effectivement, j'ai pu avoir la clairaudience, mais je sais pas, j'ai les oreilles un petit peu bouchées. Non, par contre, ça se traduit. L'information les mots, c'est trop limité. De toute façon, c'est vrai que j'aime pas les mots, j'ai du mal avec l'écriture, tout ça. Pour moi, c'est trop limité. Et comment dire, quand il y a quelque chose que j'ai besoin de savoir, l'information, elle vient pas sous forme de mots et de phrases, elle vient sous forme de, j'appelle ça l'information brute, sous forme d'énergie, d'information qui vient dans le cœur. Avant, je sais pas, et après, je sais. Et il n'y a pas de mots. Il n'y a pas d'image. Et c'est après, le fait des mots ou de mettre des phrases et le fait de mettre des images, c'est mon cerveau qui traduit l'information. Et c'est ce qu'on fait quand on veut expliquer le chemin à quelqu'un, on va le mettre par des mots, mais on a l'information du chemin, et l'information, elle est pas compactée, mais si, c'est comme un zip, quoi, sur l'ordinateur. Il faut le dézipper pour que ça soit intelligible et à transmettre à la personne qui va refaire son zip à l'intérieur. C'est pour ça que tu parles vite? Oui, sûrement. Désolée, je vais parler beaucoup d'informations à transmettre, alors je me dépêche.
Et du coup, quand les guides me parlent, c'est pas sous forme de mots, donc c'est sous forme, ils me l'envoient en forme de zip et je dézippe ensuite. Voilà, ça se passe comme ça. Ah ouais, je comprends. Mais oui, je leur parle tout le temps en fait, tout le temps, tous les soirs, tous les jours, tous les matins, tout le temps. D'accord. Pas de... Donc, connaissance avec ton guide. Est-ce que tu as l'occasion dans l'échange, de lui poser peut-être des questions, enfin je sais pas, pour ceux et celles, je suis obligé de te les poser, hein. Pour ceux et celles qui écoutent, ils disent bon attends, si jamais demain j'ai mon guide qui se ramène, mais mon Dieu, je lui en pose des tartines. Est-ce qu'il y a des questions que tu lui poses, qu'est-ce qui se passe concrètement de cette relation, que tu en retires? Et moi j'ai pas senti le besoin de lui poser tellement de questions. Tu en frustrais plus d'un. Hein. Je sais, et c'est souvent les gens qui s'intéressent à ça me demandent est-ce que vous pouvez demander son nom, etc. etc. Je l'ai fait, hein. Je dis pas que je l'ai pas fait. J'ai demandé le nom et j'ai ressenti une vibration. Il y avait pas de... Ce que j'explique, je dis les mots, les noms, c'est quelque chose d'ici, c'est pas quelque chose de là-haut. C'est une traduction qu'on a ici. Donc peut-être qu'on peut sentir un nom, mais ça correspond pas à leur nom. Faut bien s'en rendre compte, on n'est pas dans le même monde, quoi. Et l'important, c'est de connaître la vibration de son guide, parce que c'est ce qui est vrai. Voilà, le reste, c'est comme les gens qui arrivent de l'étranger, qui ont un nom qui pour nous est intelligible, vont choisir un nom français. Ben, c'est pareil, c'est pas leur nom, c'est juste que c'est une traduction pour nous. Bref. Et après, j'ai demandé pourquoi ils sont venus avec moi. Enfin, pourquoi pas avec quelqu'un d'autre. C'est quoi notre relation à la base? Et ce que j'ai compris, c'est qu'on se connaissait déjà depuis longtemps et qu'on a une certaine similitude d'énergie. En fait, on travaille en équipe. Et à un moment donné, il a fallu qu'il y en ait un qui s'incarne et la personne qui est venue faire le porte-parole, c'était moi, quoi. Et je sais pas pourquoi moi, parce que, je sais pas, j'ai une vibration qui fait que c'était plus propice à ça et eux plus propices à me guider de là-haut. Mais c'est un peu des fois, on regarde les films, les séries à la télé, il y a une équipe de policiers et puis il y en a un, il s'infiltre et il a le micro. Oui, ben c'est pas ça, ok, ben là tu fais ça, etc. La taupe. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est pas des personnes qui sont au-dessus, ou etc. Effectivement, ils ont une conscience beaucoup plus grande parce qu'ils sont pas dans l'incarnation. Et c'est les gars dans le camion. Et moi, je suis sur le terrain. Voilà, simplement, on est collègues, on est... Même, comment dire, les types de relations là-haut, c'est pas... En fait, ce que j'ai compris, c'est que ça servait à rien de chercher vraiment à avoir une correspondance comme nous on la vit ici parce qu'elle n'existe pas, tout simplement. Donc oui, on a une relation. Après, une relation, on se connaît depuis longtemps. À un moment donné, on a décidé de faire ça ensemble parce que c'était juste dans l'ordre des choses et c'est tout. Et à partir du moment où, je sais pas, j'ai senti que c'était tout, il n'y avait pas à chercher plus loin, quoi. Je cherche plus. Est-ce que on peut qu'est-ce que tu penses quand je te dis mission de vie? Si je te pose cette question, mais je t'ai pas défini la question, voilà, juste ce terme mission de vie ou ces deux termes, c'est parce que aujourd'hui, bon nombre de personnes ont le sentiment de ne pas être à leur place dans la vie et cherchent absolument à être non pas tant à leur place que quelle est ma mission de vie. Et quand entre guillemets ils t'écoutent, on pourrait se dire ouais mais elle a trouvé sa mission de vie, même si tu ne l'as pas précisé. Parce que, entre guillemets, des compétences ne veut pas dire forcément qu'elles collent à la mission de vie. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxièmement, t'as pas cherché une mission de vie. T'as cherché à être bien. Ouais, c'est ça. C'était vraiment relié... c'est très centré sur moi et mon bien-être. Hein. À la base de ma recherche, c'était que ça. Il y avait pas autre chose. Et c'est vrai que souvent... Alors moi, je dis plutôt... rechercher son intention de vie plus qu'une mission de vie. Même si je parle la taupe infiltrée, bon, c'est pour donner une image, mais je me sens pas être un policier ou quelque chose comme ça. Ben, la vie, elle est bien faite. Ce pourquoi comment dire, effectivement, avant de s'incarner, pour moi, on a une intention qui est en corrélation avec soi et qui a sa place juste dans l'ordre des choses. Donc on vient avec cette intention et dans cette... Comment dire, les choses sont bien faites, que ce dont on est vers quoi on est attiré, ce dont on a envie, ben c'est ça notre mission. Enfin, je veux dire, faut pas chercher plus loin, quoi. Moi, c'est venu comme ça parce que j'étais centrée sur mon désir d'aller bien, de me sentir bien et mon refus clair et net de vivre d'une manière qui me juste passable. En fait, j'ai mis la barre haut très très tôt. C'est pour ça, je me dis, je peux pas me contenter d'une vie juste
d'être là pour être là. C'est pas possible. Moi, dans ma vie, il faut que je me sente vraiment bien, quoi. Il faut que j'ai une quête, pas une quête du bonheur comme on peut voir habituellement, mais une quête du bien-être, d'être bien, de me sentir bien. Si j'ai pas ça, pour moi, c'est pas la peine de vivre sur Terre. C'est pas la peine. Donc, à partir du moment où j'ai recherché ça, ben, je me suis mise sur mon intention de vie. Parce que l'intention de vie, c'est ce qui fait qu'on est bien. Donc, c'est les gens qui recherchent leur mission de vie, ça sert à rien de la chercher dans la tête. Il faut qu'ils recherchent dans le cœur, dans le sens vers quoi je suis attirée, qu'est-ce que j'ai envie de faire. C'est ça la mission de vie. C'est pas comme à l'école ou au travail, on donne une mission que t'as pas envie de faire, mais il faut la faire, c'est celle qu'on t'a donnée. C'est vrai que dans la façon de voir les choses, on l'a fait un petit peu comme ça. Bon, c'est notre formatage aussi, quoi. Mais non, ici, c'est pas comme à l'école, c'est pas comme au boulot. Il n'y a pas de contraintes, en fait. Là, on aime ce pourquoi on est fait. Donc, il faut aller vers ce qu'on aime, point. Comment, suite à cette rencontre avec ton guide ou avec ton équipe, ce collectif, parce qu'apparemment tu dis qu'il n'est pas tout seul, et que voilà, autant il y a lui et toi, et il y a peut-être aussi d'autres derrière. Bref, collectif. Tu dis, ça y est, le Père Noël existe, ça y est, c'est possible. Qu'est-ce que ça change fondamentalement dans la manière que tu as de percevoir le monde qui t'entoure, maintenant que ce que tu avais entendu dire existe? Ça m'a fait vachement relativiser. En fait, la phase que j'ai eue après, dans les mois d'après, il fallait que je prenne la décision si je voulais rester dans ce monde ou pas. Et vraiment, parce que y avait un tel décalage entre ce que j'avais ressenti de cet amour universel, ce qu'on peut appeler vraiment l'amour, le vrai, quoi, cette sensation de waouh, c'est vraiment, j'avais d'un coup reconnecté à quelque chose que j'avais oublié et la sensation que, effectivement, là-haut, entre guillemets, c'était comme ça et que je venais de ce monde-là et que là, j'étais venue ici et que je ressentais pas du tout la même chose, quoi. J'ai pris le décalage de niveau en pleine face. Et au début, c'était une période où je pleurais beaucoup, je me sentais très mal et il fallait que je me pose la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars ou est-ce que je reste? Et donc il est passé quelques mois comme ça où vraiment j'ai pensé, alors on appelle ça suicide, mais c'est pas un suicide, je me sens mal, etc. C'était est-ce que je veux continuer la partie, en fait? Maintenant que je connais cette existence-là, est-ce que je veux continuer la partie ou pas? C'est vraiment une décompensation. Ouais. C'est comme si on allait très haut à l'Everest, on peut pas redescendre tout de suite, sinon l'apport en oxygène, et puis pareil, si on va dans la mer, en profondeur, on peut pas remonter à la surface, comme ça, il y a des paliers. Or là, de ce que j'entends, il y a eu une sorte de décompensation, parce que ça a été très vite. Ouais. C'est entre l'ouverture de troisième œil, le fait de voir ton guide, entre guillemets, et puis ce que ça impliquait, je comprends. Ça a été énorme, en fait, ouais. Ça a été énorme. Et donc j'ai pris la décision de rester. C'est vrai, je suis encore là. Il y a eu la première chose, je me suis dit, j'ai pensé à ma famille, à mon entourage, et je savais qu'ils n'allaient pas comprendre et je voulais pas qu'ils soient tristes et qu'ils s'en veulent. C'était la première chose. Et la deuxième, je me suis dit, j'ai eu la conscience que si tout ça, c'est les guides, etc., ça existe et compagnie, ils sont là. S'ils sont là, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils m'accompagnent. Donc là, je prends ça en pleine face, mais ça va aller mieux. Ils sont là pour ça, donc ça va aller mieux. Et si je suis là et qu'on fait équipe, c'est parce que je l'ai choisi. Et si je l'ai choisi, c'est que j'ai des choses à faire, et que si je les fais pas, je me trahis moi-même. C'était ça. C'est ça que je me suis dit, je vais me trahir moi-même si je repars. Et je vais arriver là-haut et me dire, j'ai rien compris. Et du coup, je me suis dit, non, pour le moment, je n'ai pas encore découvert vraiment pourquoi les choses sont comme ça, pourquoi j'ai vu ces guides, quel est mon rôle vraiment, qu'est-ce que j'ai à faire ici. J'avais encore qu'une vague idée. Je sais pas, mais en tout cas, je sais que j'ai quelque chose à faire et que je l'ai choisi en amont, donc je vais respecter mon choix de rester là et je repartirai quand ça sera le moment, je le saurai. Mais là, c'est pas le moment. Alors, explique-moi comment... Alors, ça remonte à quand? T'avais quel âge, plutôt? J'avais 21 ans, donc c'était à 4 ans. Presque... ok. C'était la même période, en plus, début d'été.
qu'est-ce que à 21 ans, 21 ans. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à une certaine époque, 21 ans, on disait voilà, qu'on était adulte à 21 ans, parce qu'on pouvait voter, etc. Quand à 21 ans, tu as tout ça qui se passe, qui t'arrive, il s'agit en même temps de pouvoir, on parlait de décompensation, bah voilà, ma grande, t'es sur Terre, alors faut que tu vives, que tu gagnes de l'argent, que tu fasses profession d'eux, etc., etc. Donc concrètement, bah, on met les pieds dans la boue, et puis on y va. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est, oui, mais à 21 ans, avoir à parler de soi, de dire ce que l'on fait, ce que l'on voit, etc., et que les gens aient confiance. Oui, écoute, petite, tu sors du berceau, alors t'es gentil, hein, bon. Voilà. Donc tous les a priori qui peuvent aller avec. Donc il y a un autre élément. Et concrètement, comment, j'allais dire, faire parler de soi, tout ce qui a trait à la communication, sans compter, je donne une image, hein, Sophie, hein, enfin une image, tu as des dons, tu vois, tu, entre guillemets, peux donner des soins qui guérissent, on aura l'occasion d'entrer dans le détail, bah, ça doit être gratuit, hein, c'est un don de Dieu, c'est gratuit. Donc voilà, il peut y avoir tout cela qui vient se poser petit à petit comme écueil potentiel, comme comment je me positionne par rapport à ces questions-là. Donc je les ai énumérées comme ça. Revenons un petit peu au début, de cette décompensation. Qu'est-ce que tu fais vis-à-vis de voilà, la matière? Ouais. C'était la question délicate. J'ai continué le projet que j'avais. Donc, mon projet, c'était de devenir thérapeute. Quand j'ai fait ça, quand je suis allée à ce stage, c'était ça, d'aider les gens, tout simplement. Je voulais aider les gens. Donc, à quoi? Aller bien. Aller bien. Ça implique quoi pour toi d'aller bien? Parce que tu parlais d'écouter son intention de vie. Ça, c'est la première. Ouais. Hein. La deuxième, c'est par rapport à des maux du corps, blessures diverses et variées. Ça peut être très physique, physiologique, comme à d'autres niveaux. On parlait d'énergie, d'ailleurs tout est énergétique, hein, tu l'as dit. Donc voilà, il y a différentes strates, niveaux sur lesquels tu peux jouer. Donc quand tu parles d'aider les gens à aller mieux, où est-ce que tu te places sur l'échelle? Au début, c'était j'avais du bien-être physique parce que donc j'ai exercé en tant que masseuse, voilà. Et j'essayais je me cherchais en fait, je voulais aider les gens mais je savais pas comment, donc je prenais comme ça venait, je faisais ce que je pouvais et puis voilà, point. C'était un peu ça quoi au final. Donc avec le massage, donc le côté relaxation, avec le soin énergétique, c'est venu, je l'ai intégré un petit peu après, un petit peu plus tard, je me sentais pas tout de suite de le faire professionnellement, on va dire. Et ouais, des mots physiques et après je prenais tout ce qui venait. C'est je veux aider, je vais voir ce que je peux faire, venez comme vous êtes et on va voir ce qu'on va faire ensemble. C'était je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de structure en fait, dans le sens effectivement la manière dont on apprend les choses. Ok, on a un projet, quel public ça vise, qu'est-ce que j'apporte, quel est le but. Pour quelqu'un qui fait des études scientifiques telles que tu les as faites, c'est quand même un paradoxe, hein. Ouais, oui c'est vrai, on peut le voir comme ça, mais dans ma manière de fonctionner, j'ai une structure, mais c'est pas celle-là. Voilà, de base, c'est pas celle-là. Et depuis tout le temps, je reste branchée sur l'intention de base, quoi. Venez comme vous êtes, on va voir ce qu'on fait. On va voir, en fait, il y a un côté un petit peu comme ça, quoi. Et après, j'étais connectée sur, je sais que j'ai quelque chose à apporter aux personnes. Je sais pas quoi, on va voir ce moment de la séance. Je vais faire mon protocole que j'ai appris, celui de massage, et on va voir en fonction de la séance. Je sais pas, il y avait une espèce quand même j'allais pas plus loin dans la réflexion. Vraiment, c'est vrai, j'allais pas plus loin dans la réflexion, quoi. Les gens pourraient se dire, j'avais un côté très insouciant et très inconscient, on pourrait dire, au final. Maintenant, comment dire, je vais un petit peu plus loin dans la réflexion, mais j'essaye de pas le faire trop parce qu'au final, ça me dessert plus qu'autre chose. Ouais, j'avais une espèce d'insouciance, comment dire, j'allais pas plus loin dans la réflexion, point barre, quoi. C'est vrai, je ne posais pas la question plus loin.
venez comme vous êtes, moi j'ai juste envie d'aider, je fais ce que je sais faire, point. C'est tout, quoi. Et après, donc, comment gagner ma vie? Donc pour moi, dans ma tête, j'allais gagner ma vie comme ça. En faisant des consultations, des séances que je rémunérais, et du libéral, quoi. Donc j'ai ouvert mon numéro Sirette. Auto-entrepreneur? Ouais, auto-entrepreneur. Et alors en plus, l'univers est tellement bien fait. J'ai rencontré une personne à ce moment-là qui avait déménagé, qui avait une pièce en plus. Je lui ai parlé de mon projet et il m'a dit vas-y, prends ma pièce. On a trouvé un arrangement financier qui nous allait bien à tous les deux. Et puis j'ai commencé à faire ça chez lui. Après j'ai fait quoi? Après je me suis dit bon, c'est bon, je vais trouver mon cabinet. J'ai pris un cabinet. J'ai un côté, j'arrive un peu la gueule enfarinée comme on dit. Et on peut, voilà, c'est moi qui est là, je veux faire ça. Mais non, mais c'est vrai. Il y avait une période, j'avais pour projet, mais en plus le pire c'est que ça marche en fait. J'avais un côté très insouciant, très naïf, mais c'est que ça fonctionne, c'est ça le pire. Il y avait une période avec... Pourquoi le pire? Le pire, c'est pas le pire effectivement, mais c'est une expression. Il y a eu un moment où, je vivais chez mon père à ce moment-là, je voulais prendre un appartement et on avait pensé à se mettre en colocation avec une amie qui faisait du massage aussi. Et un jour, on devait visiter un appartement, il n'était pas disponible, j'y vais toute seule. Et donc c'était un appartement avec 3 chambres, une pour moi et une pour la salle de massage. J'y vais, c'est des propriétaires, c'est des particuliers. Et j'y vais toute seule, et sachant que toutes les deux, on n'avait pas de revenus, éventuellement des garants, et encore, c'était pas sûr, on n'avait même pas parlé du projet à nos parents respectifs. J'arrive dans l'appartement, je parle aux personnes, j'explique pourquoi je veux l'appartement. Je dis tout, hein. Je dis voilà, on veut une chambre chacune, une pièce pour faire des massages. J'explique comment je veux ma vision des choses, ce que je veux apporter aux gens. Et la nana, elle était pas scotchée, mais je sais pas comment dire. Elle m'a réservé l'appartement alors qu'elle avait pas vu mon amie. Il y avait pas de garant, enfin il y avait rien quoi. Je sais pas. À ce moment-là, mon guide est là. Et c'est comme si, ou alors la grande Sophie est là, passe à travers moi, passe l'énergie dans les mots de ce que je dis, dans ce que je dégage. Et la personne, je sais pas, ça convainc la personne, elle sent que c'est juste aussi. Et finalement, on l'a pas fait, mais parce qu'il y avait peurs, etc. Donc c'était un petit peu trop violent quand même pour nous. Finalement, on l'a pas fait, mais je me suis rendu compte que en fait, même avec un dossier les plus bidons qu'on peut, enfin c'est pas bidon, mais aux yeux des autres, on trouve toujours, l'univers, quand on est aligné avec ce qu'on veut, on trouve toujours la personne, ce qu'il faut en corrélation pour que ça puisse se faire au final. Alors par rapport à ça, ton intention c'est aider les autres. J'en connais beaucoup qui veulent aider les autres, mais qui n'ont pas conscience qu'ils ne peuvent pas les aider parce qu'ils ne s'aident pas eux-mêmes. Donc j'aimerais que tu m'en parles, qu'est-ce qui fait la différence entre eux et toi? Alors, parce que tu aurais pu très bien, je prends un exemple simple, faire de l'humanitaire, aller je ne sais où, donner auprès des gens, œuvrer à ce que les gens aillent mieux. Voilà. Dans l'occurrence, malgré ton jeune âge, parce que je reviens là-dessus, parce que ça peut être un handicap, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une jeune de 20 et quelques années peut dire à des personnes, alors je ne sais pas la moyenne d'âge, si c'est plus des hommes, des femmes, j'en sais fiche trop rien. En plus, tu proposes des massages, donc on peut aussi attirer toutes sortes de... Bref, j'allais dire, à te regarder, les internautes te voient, on voit que tu rayonnes une certaine forme de simplicité et quelque chose de léger. D'accord? Et on pourrait se dire, si on était mal intentionné, ah super, une proie bien facile à se mettre sous la dent. Et quand je dis proie, j'entends pas forcément de la part de ces messieurs, j'entends aussi de la part de monsieur et madame tout le monde qui se disent, ces petites jeunettes, on va en profiter, l'argent elle sait pas très bien, elle commence dans le milieu professionnel, enfin bref, tu vois ce que je veux dire? Oui, très bien. Et j'ai été sujette à certaines mauvaises intentions, ça n'a pas été bien loin, mais... ouais, effectivement, alors j'avais un côté très insouciant, etc. Et... quand on ouvre un numéro Sirette, on a notre numéro sur des listes, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai été contactée par pas mal... Moi, j'ai des problèmes avec des entreprises. Des entreprises qui veulent, soi-disant, aider pour faire la communication, pour se faire connaître. Et du coup, j'ai été démarchée par une entreprise qui m'a proposé ses services. Et sur le moment, j'étais dans ma période, allons-y, c'est parti.
Et j'ai dit ouais, ok, super, on va travailler ensemble, tout ça. Et donc j'ai payé pour un service qui n'a servi, enfin qui m'a pas été rendu et qui n'a servi à rien, enfin une arnaque en fait. Et c'est vrai que là, ça m'a mis du plomb dans l'aile. Sur le coup, ça m'a mis du plomb dans l'aile où là, je me suis dit ouais, ben il y a aussi des requins dans cette réalité, il faut que je fasse attention, il faut que je me protège et tout ça. Et je m'en suis énormément voulu parce que c'est là que j'ai vu mes parts d'ombre, mes parties blessées, mon fonctionnement, où je voulais tellement aider les gens et tellement voir les gens comme des personnes bien que quand j'avais quelqu'un au téléphone qui proposait des choses, j'avais pas le... Il y a une partie de moi qui sentait que ça sentait pas bon, et je me l'étais dit, et une autre partie de moi qui ne voulait pas remettre en cause et voulait pas traiter l'autre de menteur, en fait, tout simplement. Je voulais pas. Et du coup, qui a refusé de voir cette partie-là et qui allait quand même. Et voilà, je me suis fait arnaquer pas des sommes astronomiques, mais quand même, et ça m'a mis vraiment à mal, et puis surtout psychologiquement, quoi, dans le sens, mince, c'est pourtant un beau projet, il y a des choses qui allaient vachement dans mon sens, et là, pourquoi je prends cette baffe derrière, quoi, qu'est-ce qui se passe? Oui, justement, tu parles de tes parts d'ombre, que ça t'a fait voir tes parts d'ombre. C'est intéressant parce qu'on en revient encore une fois. Comment tu as pu avoir, j'allais dire, cette sagesse de comprendre que ce qui t'arrivait de l'extérieur, c'était des parts de toi qui s'exprimaient. Il y en a, Ouais. Bon, je vais pas te parler de l'être humain en général, mais pour avoir cette compréhension-là, il faut des fois des années pour comprendre que l'autre, ce qui se passe à l'extérieur, ce qui m'arrive des fois de douloureux, qui fait mal, c'est des parts de moi qui s'expriment et qui demandent à être accueillies, reconnues. Enfin, je sais pas, c'était évident. Mais je l'avais entendu ailleurs, hein, Ouais, mais à partir du moment où... L'intégrer, c'est autre chose. Hein. Bah, effectivement, à un moment donné, enfin, comment dire, je me suis dit, j'ai un peu, dans ma tête, je me suis dit, oh, c'est quoi ces salauds, etc. Oui, mais je savais que je l'avais attirée. Ben, mon amie qui avait ouvert le numéro Sirette en même temps que moi n'a pas été démarchée, elle. Elle a pas, donc je dis, il y a bien quelque chose qui a fait que je me suis attirée, qu'elle, elle se l'est pas attirée. Et pour moi, c'était évident. C'était évident, même quand j'avais été en stage, on parlait vachement de ça, quoi, de notre rayonnement énergétique, que dans la vie, c'est des questions de force, quoi, qui se rejoignent, qui s'attirent, qui se repoussent, et on attire à soi les choses qui sont de même nature, tout simplement. Donc moi, donc pour moi, c'était évident qu'il y a quelque chose en moi qui l'avait attiré à moi, tout simplement. Et bon, bah, j'ai réfléchi là-dessus, sur la sensation de trahison, de confiance, de mensonge. Voilà, un thème un peu chez moi qui fait que... Et puis une forme de dévalorisation chez moi, c'était une occasion encore de me dévaloriser et de me mettre un bâton dans les... C'était un auto-sabotage, je m'en suis servi juste pour m'auto-saboter et pour me dire... écoute cocotte, tu prends trop d'ailes à 21 ans, c'est pas possible, tu prends trop d'ailes. Il me fallait quelque chose pour... faire redescendre sur terre, entre guillemets, dans ce qu'on va dire, mais en tout cas pour me freiner. Et c'est parce que dans ma psychologie, c'est comme ça, il y avait des freins et c'était juste voilà, c'était juste des freins qui se matérialisaient, tout simplement. Quand tu nous dis aider les autres, tu voulais aider les autres, j'en reviens à ce que je disais sur le fait qu'il y a bon nombre de personnes qui veulent aider les autres, mais qui ne se rendent pas compte qu'en fait, elles ne peuvent pas donner aux autres, parce qu'elles-mêmes ne se donnent pas. Donc quand... Je dis ça parce que c'est un écueil, ça. Malheureusement, c'est très vrai à bon nombre d'égards de tous ceux et celles qui sont dans le domaine associatif, humanitaire, etc., et qui veulent partir dans cette idée de sauver le monde. J'aimerais que tu puisses nous expliquer ton positionnement par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce que je viens de dire là et toi, dans le fait de vouloir aider les autres? Je pense que... Au début, comme je disais, je me posais pas de questions. J'avais trouvé cette place-là et je trouvais que c'est celle-là qui me correspondait. Donc, j'avais pas cette réflexion-là. Et après, je l'ai eu effectivement un peu plus où je me suis retrouvée coincée à un moment donné, où j'arrivais pas à prendre une autre place auprès des gens que dans celle qui aide. Et que quelque part, est-ce que j'aide vraiment les personnes que quand je peux ne me voir qu'à cette place-là? Finalement, il y avait une relation de dépendance qui était là. Et auprès de tout le monde, de mon entourage, mes amis, c'était pareil. J'arrivais pas à trouver une autre place. Et donc il a fallu que je réapprenne et que je continue à réapprendre à trouver une autre place que dans celle qui aide, juste le plaisir d'être ensemble. Mais je pense que ce qui m'est resté et qui
qui fait que j'ai quand même une certaine... que je m'égare pas trop, même si je peux avoir des tendances, voilà, la question de place, etc. C'est la volonté d'aller bien. C'est ce qu'on disait au départ. Mon premier but, c'était je veux être bien et je veux bien vivre, sinon je ne vis pas. C'était ou je n'existe plus, je meurs, je pars, ou je vis bien, ou je suis heureuse. Il y a le côté un peu trop noir ou tout blanc. Donc je vais vers ce qui me correspond et vers ce qui me plaît. Un côté très égocentré, enfin pas forcément très centré sur moi. Oui, finalement. En tout cas égoïste dans le sens... Très égoïste dans le sens commun du terme. Oui, quoi. pas égocentrique. Mm. C'est ça. Très égoïste où je voulais être bien. Si je suis pas bien sur Terre, je me casse. Et je leur ai dit d'ailleurs. Je leur ai dit, je vous préviens, il va falloir faire des choses pour que je me sente bien et faciliter, mettre en place des projets, des trucs pour que je me sente vraiment bien, parce que sinon, j'accepte la mission que si je suis heureuse dedans. C'était le point principal. T'amuser. Ouais, tout simplement. Et du coup, ça se fait pas en un jour quand même. Et du coup, effectivement, je me suis rendu compte que les personnes que j'aidais, c'est des personnes qui m'aidaient en même temps. Dans le sens où le positionnement de c'est moi qui aide et c'est toi qui aidé, en fait, c'est une illusion, elle n'existe pas. Et je me suis rendu compte de ça et ça a commencé à rétablir l'équilibre. Donc, parce que là, tu as dit quelque chose, il n'y a pas de celui qui est aidé et celui qui aide. Donc, il y a quoi alors? Il y a deux personnes qui s'aident ensemble, mais dans notre cadre de notre réalité concrète et de notre société, il faut mettre une mise en scène de la personne qui, d'un point de vue extérieur, aide et l'autre personne qui a besoin d'être aidée. Alors qu'en fait, les deux, mais il faut le savoir en fait. On continue dans l'illusion d'eux, parce que la vie est une illusion en fait. On continue dans l'illusion d'eux, c'est moi la thérapeute et c'est vous le patient, le client, enfin ce qu'on veut. Mais finalement, comment dire, il faut garder la conscience qu'on s'aide. Quand je travaille sur des problématiques, j'attire les personnes qui ont les mêmes problématiques que moi, d'une manière un petit peu différente. Et en aidant la personne, je réponds à ma propre problématique. Donc finalement, j'aide les autres, mais je suis toujours centrée sur moi au final. C'est les deux en même temps. C'est une illusion de croire qu'on est centré que sur l'autre ou que sur soi. C'est faux. Et c'est toujours les deux en interrelation tout le temps. Voilà. Alors Sophie, comment est-ce que tu... concrètement, une séance, ça se passe comment? Parce que si on te suit depuis le début, tu te fais confiance. Tu fais confiance à ce qui doit venir. On sait que tu peux utiliser les mains, soit énergétiques, soit via des massages, soit via une écoute, dialogue avec la personne, soit potentiellement discussion avec soit l'ange gardien de la personne, le guide de la personne, le soi peut-être de la personne, bref. Si j'entends aussi à travers ton discours, c'est aussi bien avoir des visions, des informations, mais peut-être ne pas en avoir de là-haut, et ça peut être juste, entre guillemets, sur un niveau très humain de l'échange qu'il peut y avoir. Alors peut-être que ça dépend de la demande, j'en sais rien. Bref, dis-nous un petit peu l'ensemble, le corollaire, comment ça se passe? Alors, lors d'une consultation, déjà, ça dépend si la consultation, elle se fait en visuel, quoi, ou enfin visuel. On est ensemble dans une même pièce, quoi, en présence, ou alors si on le fait à distance, parce que je travaille beaucoup à distance, même en énergétique. Donc, en gros, la personne, les massages, j'en fais plus, j'ai laissé depuis un certain temps. J'en fais pour les amis comme ça, mais voilà, justement, j'en fais plus. Donc la personne arrive, je lui demande sa problématique, elle m'explique sa problématique. Et déjà, et même souvent, avant que la personne arrive, j'ai une idée de ce que vient chercher. En fait, ma question, c'est la personne arrive avec une problématique, c'est le support. Mais en fait, qu'est-ce que son âme vient chercher ici? Et donc du coup, je prends. Souvent, je fais en fonction de ce que je ressens. Des fois, j'ai besoin de couper avec la personne. Ok, elle est venue, elle m'a dit sa problématique, on s'est vu, on s'est entendu. Je coupe le Skype, si on se fait sur Skype. Ou alors, si la personne elle vient chez moi, je la fais s'allonger sur la table. Et je commence à travailler en énergétique. Donc je me dis, ok, je me branche sur la personne. Même à distance, en fait, c'est comme si j'étais à côté de la personne. Je me branche sur la personne. Je dis, je rentre en résonance avec la personne. Et je ferme les yeux et il y a une image de son corps énergétique et je vois
pour dire ça, dans une vision, une image intérieure, dire ok, pour faire ça, je ressens ça, je sens un blocage à la gorge, je sens un blocage dans l'épaule, je fais mon truc quoi. Et ensuite, je ressens les informations. Ok, en fait, là, il y a une problématique, un truc qui s'est coincé dans l'enfance avec le père, avec la mère, il y a un truc dans le transgénérationnel qui a été transmis, il y a telle sensation, telles émotions à nettoyer. Voilà, je prends mes notes, je note tout ce que j'ai, tout ce qui vient. Et après, quand je reprends la personne, donc la personne soit sort de la table, ou alors je la reprends sur Skype, je vais retranscrire, ok, j'ai eu ça, donc il faut travailler là-dessus. Là, il y a j'ai senti tel sentiment en fait à l'intérieur de vous. J'apporte donc l'autre information, je sais pas, un sentiment de rejet par exemple, qui est lié à une mauvaise information en fait quand étant petit. Petit, vous avez cru ça, mais en fait l'information que vous avez besoin d'intégrer, c'est plutôt ça. Et après, je vais inviter la personne à faire un exercice avec moi. Donc, je lui propose de fermer les yeux, je vais le faire travailler. Je le fais en reliance directement, quoi. Donc, de se concentrer, je sais pas, moi, sur la tête, sur tel chakra, telle chose. Je lui fais dire un peu ce qu'elle ressent, s'il y a des images, etc. Et ensuite, j'ai des phrases qui me viennent pour le coup. Et ces phrases, je vais lui dire, et je dis à la personne de ne pas se les répéter ni quoi que ce soit, mais de les intégrer. En fait, je redonne une nouvelle information qui vient rétablir l'information fausse ou désharmonieuse dans la personne. En fait, la personne, elle vient avec une problématique, mais c'est une excuse, entre guillemets, pour venir consulter sur le vrai problème de fond. Et moi, mon boulot, je dis, ok, elle m'a dit son problème de surface, et la problématique de fond, c'est celle-là, je la capte. Qu'est-ce qu'on fait pour la réparer? Et je capte qu'est-ce qu'il faut faire pour la réparer et je le propose à la personne. Généralement, la personne repart aussi avec des exercices à faire. Je sais rien, des fois ça peut être des fleurs de bac, des fois ça peut être des choses diverses et variées, quoi. Voilà, tout simplement. J'applique pas de protocole précis, quoi. Il y en a pas. Okay. En fait, c'est la personne. Pour moi, je dis, chaque personne a les clés de son évolution. C'est la personne avec son guide qui me dise, en gros, j'ai tel problème, dans le fond, mon problème, c'est ça, et pour le régler, il faut ça. Et je passe l'info, et je fais faire ce qu'on me demande de faire, quoi. Donc, tu fais pas de soins à distance, si ce n'est que tu te canalises, tu te fais cette forme de reliance. Oui. Tu n'es qu'une passeuse d'infos. Si j'entends ce que tu es en train de dire, tu fais pas des soins à distance, si. En visu. Si, en gros, on me dit, là, en fait, il faut travailler sur l'épaule droite parce qu'il y a des émotions cristallisées à l'intérieur, et du coup, je le fais. Je suis actrice aussi, quoi. Comment dire ? Je sais pas. Je suis actrice en fonction de ce que je capte de la personne et de ce qu'on me dit sur le... En fait, je travaille en équipe avec le subconscient de la personne, avec les guides de la personne, avec les miens. Et voilà, l'équipe se forme. Je dis, ok, il faut faire ça. Ok, je fais ça. Et des fois, je ressens même le fait que je travaille... En fait, c'est comme si le fait que je travaille en énergétique ou en reliance avec la personne, j'ouvre une porte qui permet au guide de la personne ou à d'autres forces de rentrer pour travailler sur la personne. C'est comme si la personne n'était pas en reliance avec moi. Le guide de la personne, l'ange gardien, on l'appelle comme on veut, ne peut pas venir interagir sur la personne parce qu'il y a une espèce de coque psychique trop négative. Et le fait de rentrer en connexion avec moi, j'ouvre la porte. Mais ça se fait tout seul, c'est par la vibration qu'on échange, quoi. Ça ouvre cette porte, tout simplement. Et il y a quelque chose que je peux faire moi, et je permets l'entrée à d'autres forces d'agir. Et aux propres forces de la personne reliées à son être véritable, d'agir en elle. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Oui, tout à fait. Okay. Et j'essaye en même temps de voir où se trouve ta part, entre guillemets, active mais consciente. C'est-à-dire que, comme tu dis, le fait que tu sois là, ça te permet... Tu es le canal ou le médium par lequel les guides de la personne vont pouvoir passer. Et j'ai bien entendu que tu voyais ce qu'il t'était possible de faire. Au-delà de transmettre les informations, c'est quand on parle des soins, par exemple. C'est comme si, par exemple, tu entendais, voilà, là, tu peux lui envoyer une énergie sur tel chakra, etc. Donc peut-être de fermer les yeux et de visualiser l'énergie qui... alors, je ne sais même pas si tu visualises tes mains ou si ça part directement de ton cœur ou j'en sais rien. Mais que c'était une action, toi, volontaire, de transmettre
ton énergie, voire peut-être l'énergie à travers toi de tes guides. Je sais pas, je maîtrise pas tout en fait. Ouais. Dans la séance, je suis consciente que d'un petit pourcentage de ce qui se passe réellement, et je maîtrise qu'un petit pourcentage des choses qui sont en train de se faire. Et il y a un côté, il y a ça à accepter en fait. J'ai pas le pouvoir et le contrôle sur ce qui se passe. Par contre, j'ai la confiance et la foi que ce qui se passe, c'est ce qui doit se passer pour cette personne-là. Ça vient, comment dire, quand il y a une info qui vient pour la personne ou quand il y a une action à faire pour la personne, ça vient sous forme d'envie, c'est pareil. Je suis attirée vers son pied, par exemple. Donc, je vais aller au pied de la personne et je vais attirer par les gestes. J'invente des gestes, c'est-à-dire je fais des gestes que j'ai pas appris, j'ai envie de faire ce geste-là. Et après, je me rends compte qu'en fait, ça a eu telle action sur la personne. Mais c'est, ouais, comme faut accepter de perdre le contrôle, mais c'est perdre le contrôle conscient, c'est pouvoir avoir finalement une vraie maîtrise beaucoup plus grande. En fait, je laisse agir la grande Sophie en corrélation avec son équipe et l'équipe de la personne, agir à travers moi, mais je suis encore trop identifiée à la petite Sophie pour prendre conscience de tout ce qui se passe réellement. En gros, voilà, c'est ça qui se passe. Ton positionnement par rapport à l'argent? Ça a été... c'est encore... dans l'idéal... j'avais envie de pouvoir me passer de l'argent, mais c'est pas possible dans l'état actuel des choses. Je me suis posé la question, je me suis dit, si je ne fais pas payer les séances, il faut que j'aille travailler ailleurs, faire autre chose, pour pouvoir manger, vivre, etc., car je ne suis pas d'un ectoplasme. Si je fais ça, je vais passer un certain nombre d'heures à faire ça et je vais être fatiguée et ça va me prendre la tête et voilà tout ça et je vais avoir beaucoup moins de disponibilité pour aider les personnes. Donc quelque part, je me suis dit, vaut mieux faire payer les personnes, ça me permet d'aider beaucoup plus de personnes et de le faire vraiment bien et de pouvoir m'y consacrer corps et âme que de le faire gratuit et je suis obligée de faire autre chose à côté. Parce que du coup, ça me permet le fait de faire payer les personnes, donc ça me permet d'en aider plus. Si je ne les faisais pas payer, peut-être que j'en aiderais 1, 2, 3 par semaine, pas plus. Là, je peux faire ça toute la semaine. Et le temps que j'ai de libre, parce que je peux faire ça toute la semaine et en même temps, on ne peut pas prendre trop de personnes par jour. Enfin, moi, en tout cas, dans la manière dont je le fais et dans l'état actuel de mon avancement, je ne peux pas en faire 10 par jour, c'est pas possible. Déjà, si j'en fais 3, c'est le maximum. Je ne prends pas plus de 3 personnes par jour à l'heure actuelle des choses. Et je ne peux pas prendre 3 personnes par jour sur 5 jours de la semaine. À l'heure actuelle des choses, au niveau de comment je gère la chose, c'est pas possible. Donc, sur ma semaine, je vais avoir entre 4 et maxi 10 personnes sur la semaine. C'est le grand maximum. J'ai pas plus. Donc, en dehors de ce temps-là, j'ai du temps pour faire d'autres projets, j'organise des stages, mais j'ai du temps aussi pour mon propre développement personnel et pour m'améliorer moi. Et ça, c'est vachement important. Ça me permet d'améliorer les soins et ça me permet d'apporter la vibration dans le collectif dont tout le monde a besoin. Quand je prends soin de moi, c'est pas prendre soin de moi en sens, je sais pas, aller se faire des papouilles, mais vraiment prendre soin de soi dans le sens s'occuper de soi à fond, quoi, aller regarder dans ses entrailles ce qu'il y a, etc., etc. J'apporte à chaque endroit où je vais, à chaque fois que je parle à quelqu'un, à chaque pied que je pose, toute la vibration de mon être, et ça imprègne partout. Quand je partirai d'ici, ma vibration sera ici. Et si j'ai une vibration qui est élevée, ça élève toute la maison, et à chaque fois que tu seras là, ça va participer à élever la tienne. Tout ce que je veux dire, en faisant ça, j'ai un rôle beaucoup plus grand et puissant que toutes les séances individuelles que je peux faire. Et ça, c'est important et c'est pas à négliger. Et ça fait partie aussi du fait d'apprécier le bonheur sur Terre. Parce qu'il y a une espèce de inconscient, enfin plus ou moins conscient ou inconscient collectif du sacrifice. Voilà, quand on est vraiment, plus. voilà, quand on est une bonne âme, qu'on veut vraiment aider les autres, on sacrifie, on est pouilleux, on s'occupe pas de soi, etc. Mais c'est faux. Enfin moi c'est quelque chose auquel je n'adhère pas du tout parce que vraiment finalement c'est quoi la consultation? C'est toute une mise en scène pour faire passer une info, pour faire passer une vibration à la personne. La personne, elle a sa vibration, elle vient me voir parce qu'elle recherche ma vibration. Et moi aussi, indirectement, je recherche sa vibration.
on se passe notre vibration et ça se fait par le soin, par la parole, par tout ce qu'on veut. Et du coup, plus ma vibration elle est bien, et plus c'est bon pour la personne que j'ai en face, quoi. Donc si je me sacrifie et que je suis pas bien et que je suis malheureuse dans ma vie et que je pense jamais à moi, ma vibration elle peut pas être bonne, c'est pas possible. On n'est pas là pour s'oublier complètement et ne pas exister, c'est pas vrai. Donc si ma vibration n'est pas bonne, je peux apporter toujours quelque chose, mais comment dire, pour moi ça vaut rien, quoi. Donc avoir cette conscience là derrière, et c'est ce qui nous permet de j'ai été éduquée un peu dans une forme de culpabilité à s'occuper de soi, à prendre du plaisir pour soi, etc. Et c'est un peu je pointe un peu du doigt la religion catholique qui est vachement comme ça quand même, hein. Le corps, tout ce qui est plaisir, c'est le diable et compagnie. C'est faux, c'est ce qui nous sauve. Enfin, pour moi, c'est ce qui nous sauve, vraiment. C'est prendre du plaisir à la vie, dans le sens, pas un plaisir éphémère que va procurer une drogue, mais vraiment un vrai état de bien-être. C'est ça, honorer la vie. Et si on n'honore pas la vie, on ne peut pas honorer celle des autres. Et les consultations, on fait que perpétuer le malheur de l'autre. Sur un support qui dit « je t'aide et je prends soin de toi et je suis en compassion avec toi, etc. », on ne fait que perpétuer le malheur de la personne. C'est la vibration négative qu'on perpétue, quoi. Si on n'est pas une bonne vibration envers soi-même, on ne peut pas passer quelque chose de positif. On peut avoir l'illusion de passer quelque chose de positif, et la personne peut avoir l'illusion qu'elle a pris quelque chose de positif, mais dans le fond, le fond, la base, elle n'est pas bonne. C'est mon avis, quoi, là-dessus. Rien à dire. Super. Est-ce qu'on est aussi venu te voir pour voilà, j'ai un défunt, j'aimerais rentrer en communication avec lui, ou est-ce que vous pouvez me lire mon avenir, qu'est-ce que me disent mes guides, bref, assez ciblé dans ce sens-là? Oui, beaucoup. Alors, sur les défunts, j'ai eu pas mal de communication avec des personnes qui étaient coincées, que j'ai dû aider à partir, à monter. C'est pas à chaque fois, hein. Souvent il n'y a pas besoin de communiquer avec eux. Des fois il y a des résistances et là je dis elle n'est pas partie, donc il faut que je rentre en communication. Mais avec les personnes déjà parties, c'est pas mon dada. Je l'ai déjà fait, hein. Quand tu dis partie, t'entends partie à la lumière qui sont voilà, déjà... qui sont montés dans leur plan okay. À eux. Alors j'ai déjà fait, ça a fonctionné, mais j'ai une grosse résistance à le faire, et ça je le sens, et c'est pas ce que je veux explorer. Pour les personnes qui sont sur notre dimension, oui, mais pas sur celles qui sont parties. Donc si j'entends ce que tu es en train de dire, tu peux très bien avoir donc des personnes qui viennent te voir pour peut-être être sûr que leurs parents est de l'autre côté, ou qu'ils soient passés de l'autre côté. Ah ça oui, ça je peux le faire. Ça veut dire, ok, il est passé, bon je vais pas facturer ça, hein, mais il est passé, il est pas passé, s'il est pas passé, je vais m'en occuper, et s'il est passé, bon, il est passé. Je peux... Bon, c'est pas souvent qu'on me demande, hein. J'ai un client qui a une relation de confiance, parce que ça fait un moment qu'on se connaît, en fait, tout simplement. Et quand il me le demande, je le fais pour lui. Mais c'est vrai que je le propose plus professionnellement. Après, ça m'est déjà arrivé des amis qui me demandent de communiquer avec leurs défunts. Souvent, c'est pas ma fibre. Vraiment, c'est pas ma fibre. Je le fais, j'ai déjà communiqué certaines choses. Ou alors la personne ça a permis souvent à la personne de sentir l'énergie du défunt et de capter quelque chose du défunt qu'il avait besoin. Il y a une communication inconsciente qui s'est faite, quoi, et avec des émotions, la personne qui pleure un peu et elle sait pas pourquoi, mais il y a un échange qui s'est fait. J'ai permis ça, mais après dire salut, en fait ça va bien, elle dit à maman ceci, non, ça c'est vraiment pas ma fibre, quoi. C'est pas mon truc, je suis pas penchée là-dessus, quoi. C'est pas mon choix, tout simplement. Pour ce qui est de que me réserve l'avenir? Eh ben c'est pareil, j'aime pas ça. Alors, là, c'est beaucoup plus souvent les personnes qui me disent oui, j'aimerais bien savoir ce qui va arriver sur tel truc. Et je leur dis
que je sais pas, madame voyante avec la boule de cristal, et que c'est pas le but du tout de ce que je fais. Le but, c'est d'aider la personne à arriver à voir les meilleures choses qui se présentent dans sa vie. Donc je dis, ok, on va prendre la problématique, on va dire comment faire pour arriver au... Je dis, c'est quoi vous voulez en fait? Et la personne me dit, moi je voudrais ça. Et ok, ben on va cheminer dans ce sens-là. Voilà. Après, ça m'est déjà arrivé de prédire des choses, effectivement, parce que l'info me vient comme ça. Dès quelqu'un qui me dit, je trouve pas de travail, financièrement c'est compliqué, avec mon mari, on a du mal, etc. Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour débloquer ça? Et je capte qu'il y a un travail dans tel domaine qui va arriver, je sais pas quand, par contre, pour donner un espace de temps, c'est pas moi, il faut pas me demander quand. C'est imminent, quoi, c'est bientôt, mais ça peut être dans 6 mois, ça sera pas dans 2 ans, c'est sûr. Et dire, ben voilà, moi je sens qu'il y a un travail qui arrive, en fait, c'est pas la peine d'aller chercher sur Pôle emploi, etc., parce que ça va être sur du bouche à oreille, en fait, tout simplement, on va vous le proposer, et en gros... il n'y a pas grand chose à faire, quoi, continuez votre vie, et puis ça va venir. Ça m'est déjà arrivé de dire ça, et je me dis, Sophie, sur quoi tu t'engages en disant ce genre de choses? Bon, après, je sais que c'est la personne, elle voudra continuer à chercher sur Pôle emploi. Bon, je lui dis ce que j'ai, quoi. Et effectivement, c'est tombé. Dans un cadre relationnel, une personne qui vient, oui, que mon copain, ça se passe pas très bien, je sens que c'est peut-être pas la bonne personne, je sais pas quoi faire. Et là, effectivement, je sens, il y a une info qui vient, non, il y a quelqu'un d'autre qui va venir après, ce sera pas tout de suite, il y aura besoin de faire certaines expériences avec d'autres personnes, et quand la personne sera arrivée, que ça sera la bonne personne, vous allez le sentir, il y a quelque chose qui va se passer. Et c'est exactement ce qui s'est passé ensuite. Mais je finis par le faire parce que ça arrive comme ça. Sinon, c'est pas ce que je propose. Parce que j'aime bien la liberté, et donc me dire que le futur n'est pas bloqué et qu'il y a plusieurs futurs potentiels et que la personne elle craint un futur, donc c'est pour ça qu'elle demande qu'est-ce qui va se passer, parce qu'elle a besoin d'être rassurée en fait, et de dire on va pas rester dans cet état un peu de soumission à une espèce de force qui est là et qui... De toute façon, si l'avenir était si fixé que ça, pourquoi le savoir? De toute façon, on va y arriver. Là, c'est que la personne, elle veut avoir un impact en fait sur son avenir. Donc, je l'aide à dire, vous voulez avoir un impact sur votre avenir, voilà la meilleure chose pour avoir le meilleur impact, pour changer d'avenir si l'avenir a été peut-être pas bon, ou rester sur le bon truc si c'était ok. Notamment pour la personne avec son emploi, c'était ok. En fait, il n'y avait pas grand-chose à faire, quoi. Il fallait prendre les choses avec confiance, ça allait se faire et tout ça, quoi. Qu'est-ce que se dit Sophie pour elle-même? Pour moi, dans ma vie. Oui, au quotidien. Ou pour l'avenir, je sais pas. Pour l'avenir, plein de choses. Niveau professionnel, je me pose... Moi, ma difficulté, ça a été de me construire une vie pour moi. C'est-à-dire, j'ai été beaucoup, quand tout ça s'est arrivé, avec le guide, etc., sur mon activité, qu'est-ce que je propose aux gens, etc., et je veux me sentir bien, etc., et pour moi, dans la tête, ça passait beaucoup par le travail, au final, donc ce que je fais là. Et assez récemment, depuis 1 an, je me suis rendu compte que ça, c'était important, mais qu'effectivement, mon première intention de vie et mission de vie, effectivement, c'est mon propre bonheur, et qui ne passe pas forcément par le travail. Donc en ce moment, je suis simplement à regarder, ok, est-ce que j'ai envie d'avoir... un compagnon de vie, est-ce que j'ai envie d'avoir une famille, donc j'ai plus des réflexions là-dessus, ou pour moi c'est un peu plus comme ça, quoi. Voilà. Donc ce que je me dis pour moi, c'est qu'est-ce qui me rendrait plus heureuse, ce quoi j'ai envie aujourd'hui, je me laisse porter un petit peu, quoi. Je reviens, si tu le veux bien, sur un des thèmes que j'avais abordé sur le fait de une vingtaine d'années et se lancer dans cette voie qui est la tienne aujourd'hui, et de comment l'image de ce que tu projettes sur les gens est perçue. Tu nous avais mentionné donc le fait que tu t'étais fait avoir un petit peu, ça c'est une chose. Tu nous as fait part de l'argent, et sur le poids, s'il en est, que peut avoir une jeune femme auprès... Je ne sais pas quel est l'âge moyen de ceux qui viennent te voir. Je ne sais pas si c'est plus en majorité des hommes ou des femmes, mais de ce que tu véhicules par rapport à ton apparence, et peut-être la dichotomie, la différence qui peut être importante avec l'énergie
et la force de conviction ou d'assurance avec lesquelles tu envoies certaines informations. Voilà. Est-ce que c'est entendu? Comment j'allais dire, ta clientèle se positionne par rapport à la jeune fille de 25 ans que tu es? C'est une question qui m'a beaucoup taraudé l'esprit. Je me suis dit, mais quelle crédibilité j'ai à mon âge? Alors, dans les gens qui me consultent, la moyenne d'âge, j'ai plus des gens, alors c'est un peu plus de femmes que d'hommes, j'ai 2, mais un peu plus de femmes, et j'ai des gens qui vont jusqu'à 70 ans. Et j'ai beaucoup de personnes qui ont autour de 40 ans. Mais c'est comme si, alors les personnes me disent, quand elles font pas de me consulter, me disent c'est ce que j'en vois. Elles me voient et elles sentent en elles que c'est par là. Et c'est des gens qui, du coup, forcément, ont un certain degré d'intuition, en tout cas un certain degré de connexion à elles-mêmes pour pouvoir faire ça, parce qu'effectivement, si on est un peu trop dans un carcan qu'à 25 ans on sait rien, on n'ira jamais consulter. Bon, c'est le jeu qui est comme ça. Et peut-être, je pense sincèrement qu'il y a des personnes qui, avant de me voir, parce que la plupart des gens me connaissent via ma chaîne YouTube, avant de me voir, n'auraient jamais pensé à aller consulter quelqu'un d'aussi jeune que moi. Mais justement, dans mes vidéos, il y a ma force de conviction et cette énergie-là touche la personne dans quelque chose de profond et la personne se sent guidée que c'est par là qu'il faut, quoi. À un moment, je me suis dit, la vibration qu'on a, c'est la vibration de notre âme. Et qu'on ait 1 an ou qu'on ait 100 ans, c'est la même vibration. Dans le fond, et toute notre vie, on diffuse cette même vibration d'une manière ou une autre, mélangée avec celle de notre incarnation, on va dire, et tout ce que ça comporte. Mais dans l'échange, c'est cette vibration que la personne vient s'imprégner. Donc finalement, l'âge importe peu. Et les gens, dans leur vibration et dans leur âme, ils le sentiront. Les gens qui sont vraiment destinés pour la consultation. Et donc, ça se fera forcément. Sophie, est-ce que tu penses que tu es... je ne sais pas si tu es indifférencié sur la demande, je vais essayer de voir de ton côté. Je pose la question. Est-ce qu'on vient de voir généralement plus pour des problématiques à court terme, on pourrait parler de thérapie brève, ou est-ce que on vient te voir plus pour un suivi que tu opères sur du long terme par rapport à s'il s'agit de, comme pour toi, tu le veux pour toi, être bien avec soi et dans la vie, ça peut prendre longtemps, ou si c'est vraiment ciblé sur, voilà, j'ai ça qui me bloque là dans ma vie, j'aimerais que ça, voilà. Donc, les demandes se font dans quel axe par rapport à ces deux possibilités? Le plus souvent, c'est du court terme. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui aide sur les passages. Je suis beaucoup une personne tremplin, en fait. D'accord. Par contre, il y a des gens que j'ai sur longtemps. Alors, je vais voir... Du coup, ces personnes-là, disons que c'est des... Du coup, je les aide à plusieurs passages, on va dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais les voir assez souvent sur une période. Après, je vais plus les voir pendant plusieurs mois. Ils vont venir vers moi pour autre chose ou pour aller plus en profondeur sur le premier truc. Voilà, mais c'est vrai qu'à la base, je suis plutôt quelqu'un, je me définis un peu comme passeur. Je suis quelqu'un qui aide la personne momentanément sur une période de plusieurs mois, ou ouais, plutôt sur plusieurs mois, on va dire, à passer un cap. J'aide à passer un cap, tout simplement. La personne, elle vient me consulter parce qu'elle a un cap à passer et elle a besoin de ma vibration pour passer ce cap. Ça, c'est une constatation que tu fais, en fait. C'est une constatation, ouais. Et j'ai toujours fonctionné comme ça, et j'ai toujours fonctionné par cycle, et ma vie a été comme ça. J'ai beaucoup déménagé même dans l'enfance, donc j'ai eu beaucoup à changer d'amis, etc. Donc il y a un côté un petit peu instable dans le sens où les choses changent et bougent, et voilà, c'est des cycles, il y a des caps, il y a plein de choses comme ça, et du coup je véhicule cette énergie-là, et les gens viennent me voir pour un certain temps. Après peut-être que ça va changer, je sais pas, mais dans ma philosophie, la personne, comme tu as dit, j'ai un jeune âge, il y a des choses qui font que déjà c'est un milieu assez particulier, j'ai un âge qui est jeune, je travaille beaucoup à distance, donc il y a plein de freins mentaux qui fait qu'on pourrait ne pas venir me consulter. Et j'ai une entière conviction, et je sais que tant que je suis convaincue de ça, ça se passera comme ça. Les personnes qui viennent me consulter, j'ai forcément quelque chose à apporter. Voilà.
quelque chose. Je sais pas quoi au moment où elle me consulter, mais j'ai quelque chose à apporter. Et s'il y a des personnes qui viennent me consulter où elle a besoin du long terme, on fera du long terme. Si la personne vient me consulter et a besoin de quelque chose de bref, on fera bref. Est-ce que tu as envie d'animer des stages, des groupes, ce genre de choses? J'en fais déjà. Ok. Alors dans quel sens? Qu'est-ce que tu leur apprends? Je leur apprends à faire, à vivre, à expérimenter, à réveiller leur autonomie, chose que moi qui m'est venue, on va dire, plus facilement que la plupart des gens. Donc à se reconnecter à j'appelle ça les stages reliance, où je les aide à se connecter à leur grand E et à aller rétablir le dialogue et de pouvoir faire, dans les moments où ça va pas, dire ok, il m'est arrivé telle chose, à quoi ça me fait référence dans mon passé, pourquoi en fait, et d'entendre et de ressentir cette voix en eux qui leur dit, entre guillemets, pas forcément avec des mots, ben voilà, en fait le problème c'est ça, il faudrait que tu fasses ça, je les aide à se reconnecter. Je les aide à se reconnecter, à se relier avec eux-mêmes, à se relier avec leur guide et à se relier avec leur être supérieur, mais finalement, c'est ce que je dis globalement, les guides, la séparation c'est pas la même, là-haut les guides c'est un peu nous et nous c'est un peu nos guides aussi, donc il y a un vocabulaire un peu flou autour de ça. Dans le stage, j'emmène la personne à se reconnecter avec elle-même et d'aller chercher à l'intérieur d'elle des informations dont habituellement elle n'a pas accès, et par le stage avec moi, elle le reconnecte à ça, de comprendre qu'on est chacun sa propre clé et qu'on s'enferme tout seul avec des portes à clé et qu'on cache les clés à un endroit où on croit qu'on n'a pas accès et dont on a oublié. Et je les aide à se rappeler de qui ils sont. Ça, c'est une journée, 2 journées? Plutôt 2 jours. Et là, je prévois de plutôt allonger sur 3 jours, voire 4 jours. Pourquoi? Parce que ça prend du temps. Il y a des gens qui arrivent plus rapidement que d'autres. C'est de la pratique, c'est de l'exercice pratique. C'est de la pratique et ça prend du temps et ça demande une imprégnation. En fait, c'est ça. Ouais. C'est qu'il faut un certain temps d'imprégnation. Voilà, c'est ça. Et je le vois quand un week-end, c'est déjà super, c'est déjà très très bien. Mais je me dis, ça serait bien de faire des stages plus longs pour des gens qui ont besoin de vraiment de plus d'imprégnation, d'aller plus loin dans cette imprégnation-là. Après, même si c'est qu'une journée, la journée, elle la gardera toute sa vie, mais l'empreinte est un petit peu moins profonde. Je comprends, ouais. C'est quasiment la fin de cette émission. C'est la fin de cette émission. Tu mentionnes à l'instant, là, sur le fait de se relier à la partie la plus haute de nous. Et pour nous quitter, qu'est-ce qui, pour toi, serait l'élément primordial pour justement se relier à cette part-là dans notre quotidien? Qu'est-ce qui pourrait nous aider à nous relier à cette part-là? Se reconnecter au corps. Parce que dans l'incarnation, on vit dans le corps, et du coup, notre âme, avant de nous parler avec des mots dans la tête, nous parle à travers notre corps. Est-ce que je ressens tel blocage, telle envie, etc. Et quand on ressent une envie, c'est quelque chose dans le cœur qui pousse d'aller vers l'avant. Et quand on écoute ça, on ne se trompe pas. C'est de se relier au corps. À partir du moment où on est déconnecté du corps et des sensations du corps, on est déconnecté de soi et on est déconnecté de notre âme. Et les deux sont... L'âme, c'est incarné dans le corps et c'est notre moyen de communiquer avec notre âme, c'est en passant par la sensation, le ressenti dans le corps. C'est le premier truc. Cette émission Espace Thérapeute sort pour le mois d'août. Donc l'occasion pour ceux et celles d'entre vous qui souhaiteriez revoir Sophie de visu, comme elle vous l'a dit, elle vient régulièrement sur Paris. Et elle viendra plus souvent, plus il y a ce demande. Donc voilà. De même, si vous souhaitez ce qu'elle puisse organiser un stage sur Paris, n'hésitez pas à la contacter. Elle répond à la demande. Si vous êtes nombreux, je pense que ça se mettra en place très vite. Voilà, Sophie, un grand merci pour être venue pour cette émission de Toulouse. J'ai de la chance, on vient me voir de toute la France pour faire cette émission. J'ai vraiment de la chance. Donc un grand merci pour cette belle énergie. Je pense pour tous ceux et celles qui ont été jusqu'au bout, de voir la justesse avec laquelle Sophie parle et de qui parle à travers elle. En tout cas pour moi c'est une évidence et ça ne trompe pas. Donc voilà, je reste bien là avec toi, c'est parfait. Que dire d'autre? Ah oui, alors pour ceux et celles donc qui souhaitent revoir Sophie, plus d'informations, je le rappelle, sophie-énergie au singulier.com. Et voilà, c'était Sophie Belot avec nous. Sophie, bon courage pour la suite, plein de bonnes choses, amuse-toi bien, continue en tout cas, et certainement une prochaine fois.
Ben, merci beaucoup Laurent de m'avoir permis de faire cette interview avec toi pour ton association. C'était un plaisir pour moi. Et ben, merci d'avoir permis, d'avoir aidé à contribuer à mon intention, ma mission de vie et du coup à l'ordre des choses. Et... merci. C'est avec plaisir de servir voilà, des âmes, des esprits qui s'évertuent à être qui ils sont réellement. Donc voilà, avec grand plaisir. Pour vous tous qui souhaitez en savoir plus, je vous invite dans la description de cette vidéo à cliquer sur le lien qui renverra sur l'article où toutes les informations concernant Sophie s'y trouvent, à savoir son site internet avec le lien, son email, son numéro de téléphone, toutes les infos donc d'ordre pratique, sa page Facebook, tout y est. Voilà, vous aimez pas cette vidéo, un pouce vers le haut, un pouce vers le bas. Vous n'êtes pas encore inscrit sur la chaîne YouTube d'Immedia, n'hésitez pas, faites-le. Pareil pour la page d'Immedia Facebook. Vous pouvez, à travers les préférences, pouvoir cliquer pour être totalement averti dès qu'il y a une vidéo qui sort, dès qu'il y a un article qui sort, à être prévenu, comme ça à nous suivre quasiment en temps réel. De même, si vous appréciez nos programmes, n'hésitez pas à nous soutenir financièrement via la plateforme Helloasso, via PayPal ou encore notre page Tipeee. Voilà, même 1 € par mois, c'est super, ça nous aide, ça m'aide notamment. Donc voilà, c'est du bonheur, merci à vous. Et puis au mois prochain pour un nouvel espace thérapeute. Au revoir à tous.